La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver comme chaque semaine ici sur les chaînes Carac en compagnie de Frédéric Lelièvre pour votre magazine dédié à la rencontre entre les entreprises B2B. Notre entreprise rencontre les entreprises et les entrepreneurs. Aujourd'hui, comment allez-vous Frédéric? Ça va très bien, Ludovic, et vous aussi? Très bien, merci. Est-ce que vous aimez les tomates, Ludovic? J'adore. Eh ben, ça tombe bien parce que savez-vous que Genève est la capitale suisse de la tomate. Ah bon? On en produit autant nulle part ailleurs dans le pays et notre invité sait tout de cette spécialité des dessous en général de la production des fruits et légumes dans le canton du Bout du Lac puisqu'il dirige depuis 7 ans l'Union maraîchère de Genève. Nous recevons Xavier Patry. Xavier Patry, bonjour. Bonjour, Vous allez bien? je vais très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation avec Frédéric Lelièvre. Comme vous le savez, cet entretien va être préparé et proposé en 3 petites parties. La première, elle va se concentrer, s'intéresser à vous, en qualité de personne. Ça va, c'est un exercice un peu particulier. Vous avez l'habitude de ce genre d'exercice? Je parle rarement de moi, mais je vais essayer de faire un effort. Et bien, en tout cas, merci beaucoup de vous prêter à l'exercice pour nous. Pour commencer, très simplement, d'où venez-vous? Où avez-vous grandi? Et à quand remonte votre première immersion dans le monde agricole? Alors, je suis genevois, ma famille est à Genève depuis 1450, donc je suis un des rares genevois d'origine. Et comme je l'ai vu une fois sur une camionnette dans le Texas, je peux dire que je suis suisse de naissance, mais genevois par la grâce de Dieu. Mais j'ai passé pas mal de temps aux États-Unis, où j'ai fini mes études, Combien de temps? une dizaine d'années, Quand même. et où j'ai travaillé. Et c'est là que j'ai commencé à travailler dans le domaine agricole. Mais comme je suis beaucoup trop fainéant et paresseux pour être agriculteur moi-même, j'ai toujours travaillé dans le trading ou la commercialisation des produits agricoles. Dans le trading de produits agricoles, donc. Exactement. On y reviendra certainement tout à l'heure. Merci beaucoup. Il y a peu de temps, quelques jours à peine, l'UMG fêtait ses 75 ans. C'est une coopérative qui donc a une grande dame déjà, à échelle vraiment très personnelle. Je pense que vous avez célébré beaucoup célébré cet anniversaire. Est-ce que c'est important pour vous en tant qu'homme, qu'individu, d'avoir de la fête dans le travail? Alors la fête est indispensable pour moi, pour le travail, pour le monde agricole, parce que il a une image qui de temps en temps est trop négative. Et c'est des hommes et des femmes qui aiment la vie, qui aiment les bons moments. Donc la fête est importante et c'était aussi important de faire la fête avec nos partenaires, nos clients, nos collaborateurs pour dire merci pour ces 75 ans de collaboration. Alors justement, la différence entre le monde agricole aux États-Unis, que vous avez certainement dû rencontrer un peu, et ici, à Genève, quelle serait-elle? Alors il y a une notion d'échelle, les productions sont plus grandes et le territoire est plus grand. Mais les hommes et les femmes qui travaillent la terre, je pense que n'importe où dans le monde, elles ont cette même racine, ce bon sens de travailler avec la nature, de respecter leur outil de travail, de travailler dur pour produire et pas gagner énormément. Et puis, ils se lèvent tous les matins pour faire le métier le plus noble de la terre, c'est-à-dire nourrir les hommes et les femmes. On dit toujours, une fois dans ta vie, tu auras besoin d'un bon agriculteur ou d'un bon avocat ou d'un bon chirurgien. Mais on oublie que 3 fois par jour et 365 jours par an, on a besoin d'un bon agriculteur pour se nourrir. Je pense que c'est ça qui relie tous les agricultrices et agriculteurs de la planète. Vous me donnez le sentiment d'avoir beaucoup appris au contact des agriculteurs et du monde agricole. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur votre parcours académique, savoir où vous vous situez par rapport à cela au départ? Alors, mon parcours académique a été quelque peu chaotique. Je suis quelqu'un qui préfère mettre en pratique et dans le monde réel qu'apprendre des théories. Donc, j'ai commencé à faire ma matu ici à Genève. Après, j'ai un peu balbutié et tâté le terrain en faisant de la chimie, du droit. Et pour finir, je suis parti aux États-Unis pour finir mes études en management. Et puis, c'est là que j'ai découvert le monde du trading de matières premières. Et comme l'agriculture et la terre m'a toujours intéressé, moi je me suis concentré sur les produits agricoles.
Donc j'ai fait du commerce international de blé, de maïs, de soja, de vaches, de coton, de cochons et de produits comme ça pendant plus de 10 ans. Dans votre parcours, vous avez aussi repris des études à un moment et fait un MBA à l'IMD. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était un peu une autre vie aussi pour moi à l'époque. C'était en 2006. Est-ce que vous vous souvenez du nom de Jack Wood? Ça vous dit quelque chose? Très bien, oui, oui. C'est un des professeurs emblématiques de l'IMD. À Lausanne. Emblématique, mais un peu particulier. C'est un ancien pilote de chasse de l'US Air Force. Qu'est-ce qu'il faisait à l'IMD? Il s'occupait de tout ce qui était relations humaines, team building, mettre le poisson sur la table lors des discussions et des meetings et des travaux de groupe. Et c'était intéressant, enrichissant. Du terrain aussi, vous racontiez à l'époque, il vous avait fait traverser un cours d'eau avec une planche en bois, des cajots de bouteilles. Ça, c'est formateur. On était perdus dans les Hauts de Lausanne. Il y avait un brouillard énorme et il y avait plein d'exercices de team building où on ne savait pas à quoi s'attendre. Et c'était vraiment intéressant de voir aussi la différente approche des participants en fonction de leur parcours et de leur activité. Et ça a été, alors avec Jack Wood, mais le parcours à l'IMD très enrichissant pour moi. Et de ces moments de team building, qu'est-ce que vous gardez? Vous en refaites avec l'UMG aujourd'hui? Vous refaites ce genre de choses? Alors, on fait des séances de groupe, de discussion, de partage. On passe pas mal de temps au bar à boire du chasselas. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça team building? Mais je pense que c'est important parce que c'est là aussi qu'on arrive à parler librement et à discuter de choses importantes. Mais cette période de l'IMD a été très enrichissante parce que je disais que j'étais pas quelqu'un de très théorique et l'IMD, c'était vraiment, comme ils disent, un real world, real learning. Donc, on mettait vraiment en pratique les choses directement et on utilisait nos expériences. Dans le cadre de vos expériences, j'ai pu relever, sur ce que j'ai trouvé sur votre LinkedIn, que vous aviez dirigé une usine à insectes un temps. Alors, pas une usine à insectes parce que si l'usine avait fonctionné, je ne serais pas à l'UMG aujourd'hui. Mais voilà, dans mon parcours de trading, j'ai été amené à être confronté avec la problématique des protéines pour la nourriture des animaux et le changement d'alimentation dans des pays comme l'Inde ou la Chine, avec un impact gigantesque sur la consommation de matières premières pour nourrir ces animaux. Puis un soir, tard le soir, il y avait une émission sur Arte où on parlait de l'insecte comme étant l'avenir au niveau nourriture. J'ai dit, moi, jamais je vais manger un insecte. Mes amis vont jamais manger un insecte parce qu'une côte de bœuf, c'est quand même bien meilleur. Je dis, par contre, si c'est une bonne protéine, il faut donner ça aux animaux parce que c'est plus logique de donner un insecte à un poisson que de la farine de viande, de sang ou même de poisson. Donc, on a lancé cette start-up avec ce bagage de trading et des connaissances des matières premières agricoles. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout. Ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout parce qu'on était soit trop tard pour être une vraie start-up, parce qu'il y avait déjà des entités qui avaient commencé à faire de la recherche et dépenser des dizaines de millions. Et puis on était trop tôt pour être un metteur en pratique et une industrialisation, parce qu'on était encore dans des balbutiements de technologie. Et on a tiré la prise en 2016. On est en 2024 et il n'y a toujours pas de production qui tienne la route et qui puisse remplir le rôle qu'on avait défini. Ça veut dire que ça ne se fera jamais ou bien... Non, ça se fera. Mais il ne faut pas qu'une bonne idée amène des fausses bonnes idées et des mauvaises idées. L'insecte est intéressant parce que c'est une nourriture riche en protéines, qu'il se développe rapidement. Mais si l'insecte, on lui donne de la nourriture qu'on peut donner directement aux animaux, ça n'a aucun intérêt. Donc il fallait vraiment se concentrer sur les déchets, c'était ce qu'on faisait. Et c'est comme ça que je me suis rapproché des maraîchers, parce que les insectes, on ne pouvait pas leur donner de viande, on ne pouvait pas leur donner les restes des restaurants, parce qu'il y avait des problèmes de traçabilité. Donc les fruits et légumes étaient une source importante. On entend finalement, dans ce que vous dites, on entend une véritable conscience écologique et sociale dans votre esprit. Je pense que c'est peut-être une idée fausse, mais comparativement à votre parcours académique, à vos études, aujourd'hui, se retrouver à la tête d'une coopérative, c'était pas couru d'avance, non? Si, je suis quelqu'un de profondément libéral. Je pense que l'écologie
elle est importante, mais elle fait partie de la durabilité. La durabilité, elle a 3 piliers qui sont importants. On a trop tendance à l'oublier, à se concentrer sur est-ce que c'est bio, quel est le mode de production, plutôt que de regarder comment est-ce qu'on s'occupe de l'humain, comment est-ce qu'on le forme, comment est-ce qu'on le garde, et puis aussi comment est-ce que l'entreprise est durable économiquement, parce qu'être les meilleurs du monde et faire tout joli, mais faire faillite au bout de 2 ans, ça n'apporte absolument rien. Donc moi, ma vision, elle est vraiment très équilibrée sur les 3 piliers de la durabilité. Et c'est ce qu'on met en pratique à l'UMG. Évidemment qu'on fait attention de comment les produits sont produits par nos membres, mais on fait aussi attention à comment est-ce qu'on s'occupe de nos employés, comment est-ce qu'on les garde, comment est-ce qu'on arrive à éliminer du travail temporaire et pérenniser les emplois, et puis comment est-ce qu'on s'intègre dans le tissu local et comment est-ce qu'on met en place les choses pour que l'UMG soit encore là dans 150 ans. Il me semble que la transition est toute faite pour parler de l'entreprise. Xavier Patry, on va creuser le fonctionnement de la coopérative. On parlera des questions de distribution qui sont extrêmement importantes et puis aussi de l'empreinte carbone. On reviendra à l'environnement que vous évoquiez il y a un instant. L'UMG revendique 80% de la production genevoise. C'est 30 000 tonnes de légumes par an. C'est un chiffre que j'ai retrouvé dans pas mal d'archives. Et c'est un chiffre qui me semble stable depuis plusieurs années. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, pourquoi? Alors, il est stable parce que le canton de Genève étant ce qu'il est, les terrains agricoles ne sont pas illimités. C'est de plus en plus compliqué d'en trouver. Genève reste un fleuron du maraîchage parce qu'on a dû adapter des techniques pour être plus productif, plus efficace, parce qu'on a les coûts de production les plus chers au monde à Genève, que ce soit la main-d'œuvre, le foncier ou Plus cher l'énergie. qu'ailleurs en Suisse, hein? On est 25% plus cher, allez, 22% plus cher que nos amis zurichois, Mhm. pour un canton où les coûts de la vie ne sont pas très différents, Pourquoi on est si cher? parce qu'on a des horaires de travail qui sont plus courts, avec des conventions collectives qui sont cantonales, et puis un salaire de base un peu plus élevé. Donc à la fin, ça fait 22% de différence. C'est important, on produit une matière première qui malheureusement vaut pas assez cher. Donc ces différences sont importantes et difficiles à contrer. Mais ça veut dire que la productivité est à son maximum. À surface égale, on est au plus de ce qu'on sait faire avec les technologies d'aujourd'hui. Voilà, on est tributaire aussi du climat et des variations climatiques qu'on connaît et qu'on voit maintenant depuis plusieurs années. Donc on peut faire mieux de temps en temps, on peut faire un peu moins bien de temps en temps. C'est pour ça qu'on est assez stable. On essaye maintenant de trouver d'autres producteurs et de motiver des agriculteurs à arrêter de faire du blé pour faire des choux et du céleri. Les tomates, comme je l'évoquais. Et est-ce que vous savez quelle part de la consommation annuelle des Genevois ces 30 000 tonnes représentent? C'est difficile à dire et puis à regarder le problème comme ça, parce que nous, on est le plus gros producteur et distributeur de tomates de Suisse, mais nos tomates, elles vont partout. On est beaucoup trop gros pour alimenter que le bassin genevois. Et puis, on n'est pas là toute l'année. Donc, il y a une période de l'année où le Genevois et la Genevoise qui veulent absolument manger une tomate vont devoir manger une tomate marocaine ou espagnole. Mais on dit que voilà, si on devait manger 100% genevois, on mangerait un jour sur 7 ou un jour sur 8. Donc, le fruit et légumes est certainement celui avec lequel on arriverait à survivre le plus longtemps et le mieux, mais ça reste quand même marginal. Et tout est donc vendu en Suisse, à Genève ou ailleurs en Suisse, mais pas exporté? Pas exporté, ou très peu exporté. À Genève, on a une zone franche, donc pas oublier qu'on a 150 km de frontière avec la France et que 4 avec la Suisse. On a des producteurs qui sont en zone franche, qui produisent en France avec les règles suisses. Donc on commercialise un petit peu de leurs marchandises sur le territoire français, mais c'est tout. On est beaucoup trop cher et les prix suisses restent plus élevés et plus attractifs que d'exporter. Aujourd'hui, l'UMG développe beaucoup la transformation aussi de produits locaux. Alors, on a mis ça en place depuis quelques années. On a un producteur, Georges Villot, qui fait de la transformation, qui fait des soupes, des légumes cuits, qui distribue tous les jours
dans les OMS, à l'hôpital ou dans les crèches. Et en 2018, il y a eu une période de surproduction importante de tomates pendant l'été, avec les gens qui étaient en vacances et puis des climats qui étaient compliqués pour les garder. Donc les tomates finissaient dans les champs en compost. Il y a eu plein d'articles dans les journaux, les gens étaient scandalisés, il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait s'improviser. Producteur de sauce et de jus, c'est pas quelque chose qu'on met en place avec un claquement de doigts, et il faut être présent toute l'année. Donc dans cette démarche-là, on a d'abord commencé avec un jus de tomate, qui est maintenant le jus de tomate servi dans tous les avions suisses. Donc on est assez fiers de ça, même si économiquement, c'est pas la meilleure opération, mais au niveau image et communication, c'était important. Et puis on a développé une gamme de soupes, de sauces, de tartinades pour essayer de valoriser l'entier de la production et arriver à zéro gaspillage alimentaire. Vous dites que c'est pas forcément incroyable sur le plan économique avec Swiss, c'est parce que c'est vendu juste à prix coûtant ou même à perte? C'est vendu à peine à prix coûtant, À peine. parce que les marges de la distribution de nourriture dans les avions est quelque peu plus importante que chez nos chers distributeurs. Donc, voilà. On va y revenir dans un instant. Encore 2 chiffres sur l'UMG, c'est 100 millions de francs de chiffre d'affaires annuel, 600 employés, donc une coopérative, mais une grande coopérative. Est-ce que les comptes sont à l'équilibre? Quelle est la santé financière Alors, les 600 emplois, c'est l'ensemble de la coopérative. Hein. C'est tous les producteurs qui l'UMG travaillent pour vous. et les producteurs qui sont membres, mais qui sont une trentaine de producteurs qui sont membres, mais qui sont les propriétaires de la coopérative. On avait les portes ouvertes ce week-end, on a expliqué, on n'est pas une couche supplémentaire, on est les producteurs. Ce qu'on fait, les producteurs le font pas. Et ce que nous on fait, enfin ce que les producteurs font, on le fait pas. Donc chacun son métier. Et puis on est une vraie coopérative. C'est pas simplement un nom. Tout l'argent à la fin va chez le producteur. Donc à la fin de l'année, on finit à zéro. Donc c'est le but. C'est le but, c'est de finir à zéro. S'il y a de l'excédent, c'est le producteur qui en bénéficie. Mhm. Et s'il y a une perte, ce qui ne doit pas arriver, c'est le producteur qui compense. Mais on sur les 5-6 dernières années, ça s'est passé comment? C'était plutôt à l'équilibre? C'est toujours à l'équilibre. Toujours à l'équilibre, parce qu'on travaille en marche arrière. On vend et ensuite on enlève les coûts. Donc c'est à nous de bien estimer les coûts, d'avoir les coûts les plus bas possibles pour que le prix du producteur soit le plus élevé possible. Mais normalement, à part qu'il y ait une catastrophe, s'il y a un client qui fait faillite ou qui ne nous paye pas, on n'a pas de raison de perdre d'argent à la fin de l'année. À propos de vos coûts, comment ont-ils évolué? On sait que le prix d'énergie a augmenté, des engrais a augmenté. Comment ça se passe et quelle part vous pouvez ensuite reporter sur le consommateur final? Moi, les coûts ont explosé, que ce soit au niveau de la production. Ça veut dire combien? L'énergie a pris entre 10 et 100%, ça dépend des périodes et ça dépend des contrats que les producteurs avaient. Tous les intrants ont pris l'ascenseur. Ils ont explosé avec le Covid et avec la guerre en Ukraine. Il y a eu une petite descente, mais qui ne compense absolument pas cette explosion. Donc tout a augmenté. Et puis, nous, au niveau de l'Union maraîchère, la main-d'œuvre a aussi augmenté parce que avec le salaire minimum qu'on a dû adopter. On ne nous a pas reconnu le statut agricole. On ne nous a pas reconnu le statut agricole. Donc, si on est 22% plus cher au niveau agriculture que nos amis zurichois, nos concurrents qui, eux, sont tous au salaire agricole, nous, on est 60 ou 70% plus cher pour ce qu'on fait au sein de la coopérative. Donc, la gestion des coûts est quelque chose d'important et de primordial pour nous. Justement, le canton vient récemment de faire un bilan de l'introduction de ce salaire minimum. Il semblait plutôt satisfait en montrant que certains petits salaires avaient vu leur niveau augmenter, notamment pour certaines femmes qui travaillent à temps partiel. Donc pour vous, votre bilan, depuis, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans qu'il est en œuvre? Ça fait 3 ans maintenant, je pense. Mais notre bilan, alors, il est surtout négatif vis-à-vis de la concurrence. On produit... une matière première, c'est difficile de le différencier. Ce qui fait la caractéristique de la matière première, c'est le prix. On se bat sur le prix. Et nous, à Genève, si on doit se battre sur le prix, on est perdant avec tout le reste du monde. Et on est sur un marché suisse qui est libre. Donc les tomates zurichoises, vaudoises ou turgoviennes, elles viennent à Genève librement, comme les nôtres vont chez eux librement. Mais on doit adapter le prix. Il n'y a qu'un seul prix pour toute la Suisse. Donc ça, c'est compliqué.
Et ce qui est très péjorant pour nous, et je pense pour l'ensemble des acteurs qui emploient des jeunes pendant l'été, c'est le salaire étudiant qui est bloqué au salaire minimum. Qui doit maintenant se conformer au salaire minimum. Et ça, c'est péjorant, et on l'a dit plusieurs fois aux instances politiques que s'il n'y a pas une solution qui est trouvée, nous, on n'emploiera plus d'étudiants pendant l'été, parce qu'on ne peut pas se le permettre vis-à-vis des collègues qui sont là toute l'année, qui travaillent 2-3 fois plus vite et qui gagnent le même salaire. Parlons de la distribution. Vous avez aussi une marque propre, côté jardin. Quelle est la part de la production de vos membres qui est distribuée de manière directe et celle à travers d'autres canaux? Alors, la seule distribution directe que l'on fait, c'est avec nos magasins. Donc, on a 3 magasins sur C'est quelle part de votre Genève. production? C'est, 2%. Ouais. Le reste, on est à 85% avec la grande distribution. Donc Migros, Lidl, Aldi aussi? On travaille avec tout le monde en direct, Tout le monde est direct. de façon équivalente. Et heureusement qu'on a la grande distribution. On a la chance en Suisse d'avoir une grande distribution qui paye les meilleurs prix du marché, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres Paye les pays. meilleurs prix du marché, ça veut dire quoi? Le prix le plus élevé qu'on a pour un produit, c'est toujours avec la grande distribution. D'accord. Et pas avec... alors oui, on va peut-être Ça, avoir... c'est contraire. C'est pas une idée. Vous défaites une idée reçue, là. Il y a beaucoup d'idées préconçues sur le rôle de la grande distribution. En Suisse, sur le duopole, maintenant, qui est en train d'être effrité avec l'arrivée d'autres acteurs. Mais le relationnel que l'on a avec ces gens-là est bon. Évidemment, il y a des frictions, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Il y a des négociations à faire. Mais je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un bien meilleur équilibre que par le passé, parce qu'il y a une population qui est consciente des besoins des produits de qualité, et puis de l'importance d'avoir des produits qui viennent de chez eux et pas de l'autre bout du monde. Justement, vous parlez des boutiques de l'UMG, qui sont aussi. Est-ce qu'elles ont quelque part aussi un rôle un peu d'éducation par rapport aux consommateurs, pour leur permettre de se reconnecter avec le fait de la provenance des produits qu'ils consomment? Est-ce que c'est important pour vous d'être présent et de leur faire savoir d'où viennent les produits, comment c'est fait, le coût que ça a de produire localement? C'est le rôle premier de nos magasins. Alors oui, c'est d'écouler de la marchandise qui n'est pas forcément compatible avec les standards de la grande distribution. C'est d'écouler de la marchandise quand il y a des pics de production, mais c'est surtout d'aller à la rencontre du consommateur et d'expliquer nos métiers. Je pense que la seule chose qu'on peut reprocher à l'agriculture en général, c'est son manque de communication. On n'a jamais un agriculteur, un producteur qui va expliquer ce qu'il fait. Quand l'aéroport fait une économie de 2 grammes de CO2, il y en a plein les journaux pendant 2 mois. Les agriculteurs, ils travaillent plus comme avant, ils travaillent plus comme leurs parents, leurs grands-parents, et même comme ils travaillaient il y a 10 ans. Il n'y a aucune explication. Et après, on s'étonne pourquoi tous les 3 mois, on vote sur quelque chose, une initiative qui met l'accent sur l'agriculture. Donc c'est absolument essentiel à l'agriculture, aux maraîchers, à l'UMG, d'aller à la rencontre du citadin, d'aller expliquer proactivement et de façon positive, et pas toujours être sur la défensive. D'ailleurs, c'est pour ça que vous aviez organisé ces portes ouvertes pour l'anniversaire, les 75 ans. Durant l'année, l'UMG organise aussi d'autres événements qui permettent aux Genevois de se connecter avec la production maraîchère locale. Pourtant, il y a cette image du bio, alors qu'on retrouve dans les magasins de l'UMG. Est-ce que le bio, c'est une image un peu pervertie? Est-ce qu'elle trompe le consommateur? Est-ce qu'elle met les producteurs en difficulté? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Alors nous, au sein de la coopérative, on a tous les modes de production qui sont représentés, qui ont le même poids, le même droit au niveau de la coopérative. Donc on a du bio, on a de la pleine terre, on a des productions hors sol. Il n'y a pas une mauvaise ou une bonne agriculture. De nouveau, si on regarde la durabilité sur les 3 angles qui sont fondamentaux et écouilles importants, on voit que le mode de production est important, mais ce n'est pas la seule chose. Et c'est pour ça que nous, on essaie de mettre en avant les qualités des produits. C'est au consommateur de faire son choix, de décider ce qu'il a envie, mais en connaissance de cause. Il faut qu'on puisse expliquer, de dire comment un produit est produit, comment est-ce qu'il est traité, comment est-ce qu'on l'amène sur les rayons des marchés et sur les tables des consommateurs. Et puis c'est à lui de faire son choix. Je pense que c'est une erreur de mettre en porte-à-faux les différents modes de production et les différentes sensibilités agricoles. Et c'est pour ça
qu'on organise avec Genève Terroir, avec Lepage, la fête de l'agriculture, AgriFête, maintenant depuis 2 ans. C'est pour vraiment amener une vision unie et de mettre ensemble ce qui nous rassemble et de laisser de côté les différences qu'on peut avoir sur le mode de production, sur certaines sensibilités. On va terminer par l'aspect plus environnemental, mais lié à l'empreinte carbone des serres que utilisent vos membres. On recevait il y a quelque temps dans B2B Charles Millot, le fleuriste de Flurio, qui lui a parié sur le biogaz. À peu près 70% de la chaleur qu'il utilise vient de cette énergie. Il en était ravi, en particulier quand les prix de l'énergie ont explosé. Lui, il a pu maîtriser cette facture. J'ai lu que vous misiez sur la géothermie. Ce projet, il en est où et qu'est-ce que vous en espérez? Alors malheureusement, on mise sur rien du tout, nous, parce qu'on est à Genève et on est pieds et poings liés avec l'État pour l'aménagement du territoire. Donc aujourd'hui, c'est absolument exclu de mettre en place des solutions individuelles comme Charles a pu le faire par le passé avec du biogaz. Si aujourd'hui on voulait mettre du biogaz, Il ne pourrait pas le refaire aujourd'hui? Ce serait quasi impossible de le faire à un niveau serre individuel. Tout est globalisé. Et on est pieds et poings liés avec les SIG à qui on a donné un blanc-seing et puis comment on dit ça? Enfin, ils ont l'exclusivité pour l'exploitation du sous-sol. Donc tous les projets liés à la géothermie sont dans les mains des SIG. Et vous en avez un projet? Alors il y a des projets qui sont là, mais qui ne sont pas liés à la production maraîchère. La production maraîchère en fait partie. On a une bonne collaboration et avec l'État, les différents services et avec les SIG. Mais malheureusement, on n'a aucune carte en main, à part celle d'attendre et puis de voir à quelle sauce on va manger avec des tarifs qui risquent d'exploser. Bon, on suivra ça. On arrive déjà au terme de cet entretien. Forcément, vous avez du pain sur la planche et des tomates dans les serres à aller chercher. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Ludovic. Avant de nous quitter, bien sûr, on vous propose notre petite surprise habituelle maintenant, le questionnaire de Proust. À la semaine prochaine. Un vigneron qui fait du bon chasselas. Il n'y a qu'un coq sur un tas de fumier. Romain Gauthier, qui fait des mondes d'exception, qui s'est formé de A à Z dans l'horlogerie, et c'est quelqu'un de très inspirant. D'apprendre de ses erreurs et de ses échecs. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.